À la une de l'actualité, la contre-attaque du gouvernement face aux critiques relatives à l'adoption du projet modificatif du code électoral, qualifié de loi d'exclusion par une partie de l'opinion. La nouvelle loi est applaudie par le ministère de l'administration territoriale. Simeon Sawadogo s'est justifié bec et ongle ce matin en conférence de presse. Le code électoral modifié qui était également à l'ordre du jour du point de presse du comité de l'appel de Maniga. Face à la presse, son comité technique et scientifique a proposé le report des élections couplées. Lukman Sawadogo et ses collaborateurs souhaitent la création de conditions favorables à la sécurisation du pays avant les joutes électorales de novembre prochain. Après le désespoir né de l'installation tardive des pluies, les producteurs de la boucle du Mouhoun se frottent les mains. Les pluies sont désormais régulières, ce qui augure d'une bonne saison agricole. Pendant ce temps, les champs dans le centre-ouest présentent un visage aride. L'intervalle entre les pluies peut s'étaler jusqu'à 3 semaines. Constat à suivre dans ce journal. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à tous. Le grand imam de Ouagadougou fait son comeback après 2 années et demie de soins en France. Aussitôt après son confinement, Aboubakar Sana, avant même de regagner son domicile, a tenu à se rendre chez le Moro Naba pour lui dire merci pour tout le soutien. Une arrivée qui sonne comme une sorte d'espoir à la communauté musulmane divisée depuis son départ. Après un séjour de 2 ans, 5 mois en France pour des soins, le grand imam de Ouagadougou, Kassoum Aboubakar Sana, est de retour au Burkina Faso. À défaut de la grande mosquée de la capitale où il souhaitait s'y rendre en premier après sa descente d'avion, c'est chez le Moro Naba qu'il fait sa première apparition publique après son retour. Cette visite est, dit-il, pour remercier le roi pour ses bénédictions. Je me sens beaucoup mieux maintenant et je suis venu pour que vous sachiez que je ne suis pas mort. Beaucoup m'avaient annoncé pour mort ou agonisant, mais je tiens à préciser que je suis toujours le même Aboubakar Sana. Je dis merci à tous ceux qui m'ont soutenu. Le grand imam retrouve à son retour une famille divisée. En effet, la communauté musulmane vit une crise depuis 1 an et les membres espèrent en ce retour de leur guide un dénouement. La communauté musulmane a accompagné le grand imam qui est venu en bonne santé pour venir remercier le Moro Naba d'avoir l'accompagné durant tout ce séjour en France pour se soigner. Et son retour aussi fortifie aussi les liens entre les musulmans, entre les fils du Burkina Faso et particulièrement les musulmans. On pense que la divergence est une question, une affaire humaine et je pense que on peut résoudre ça avec l'islam qui nous demande d'être tolérants et d'être des gens qui appellent à la solidarité et à la paix. Et surtout le mot l'islam même veut dire la paix. L'imam Aboubakar Sana, après cette visite chez le Moro Naba, peut enfin regagner sa famille puisque depuis son retour, il était en confinement. Un reportage donc de Luc Pakbelgema. Quand des entités qualifient l'adoption du projet de loi modificatif du code électoral d'attentat à la démocratie, Simeon Sawadogo les renvoie auprès du Conseil constitutionnel. C'est là que vous devriez vous plaindre au lieu d'opiner, dit-il en filigrane. Face à la presse ce matin, le ministre de l'administration territoriale est revenu sur le bien fondé de la modification de la loi adoptée le lundi dernier par l'Assemblée nationale. Rémi Lambert-Nébier. 25 articles et un paragraphe du code électoral ont subi des modifications en vue de créer les conditions de la tenue de scrutin libre et transparente dans un contexte de crise sécuritaire. Mais le caractère consensuel de cette modification ne fait pas l'unanimité. Une certaine opinion dénonce une simple entente entre le CFOP et la PMP, alors que les textes communautaires exigeraient de plus larges concertations.
Mais quand on dit large consensus, ça ne veut pas dire unanimité. Voilà, c'est ça la question fondamentale. Mais au-delà de cette perception, il y a un élément important qui fait que la charte portant statut politique du Burkina Faso donc, dit bien que les partis politiques doivent s'affilier, donc s'affilier au chef de file de l'opposition ou à la majorité. Donc à ce niveau, nous n'avions pas d'autre possibilité que de concerter et le CEFOP et la majorité pour ce qui concerne les consensus recherchés ou le large consensus recherché. Et que si les chapelles des partis politiques prennent une décision, nous pensons qu'objectivement, donc les députés issus de ces partis politiques font effectivement, font la décision qui est prise par les partis. Si les gens ne sont pas dans cette logique-là, ça nous posera des problèmes. C'est-à-dire qu'à ce moment, s'il faut aller consulter les présidents des conseils régionaux, aller consulter les députés, bon, ça pose cette même difficulté. Si le gouvernement pense que le code électoral modifié vient garantir toutes les bases juridiques à l'organisation des élections, l'opposition non affiliée, elle, dénonce son anticonstitutionnalité bien avant même son adoption par la représentation nationale le 25 août dernier. Ceux qui sont en train de se presser, ils peuvent aller à le Conseil constitutionnel qui est là. Il y a le Conseil d'État qui est là. Donc, au lieu d'aller à l'opinion publique, tout le monde peut dire, moi je pense comme ça, et puis penser, ce que toi tu penses là, est-ce que c'est ça qui est juste? C'est ça la question. Le principal point du code électoral modifié qui cristallise les attentions est le principe du cas de force majeure dans l'organisation et la validation des élections. En situation exceptionnelle, nous supposons par exemple qu'il y a eu le vote dans un bureau et qu'on transporte les bureaux de vote là, donc pour venir au temps de complément, et quelque part, le bureau de vote n'est pas arrivé, ou bien même ceux qui sont là, on est sauvé. Ça, c'est un cas exceptionnel. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous allez pouvoir... Donc, c'est des cas comme ça. C'est ce que nous avons prévu ici. Et nous avons dit, pour ce cas de force majeure, et pour ce cas de cas exceptionnel, donc, sur rapport de la série, le président du FASO saisit le Conseil constitutionnel. Sur rapport de la série, le président du FASO saisit le Conseil constitutionnel. Pour ce qui concerne les élections les présidentielles, pour ce qui concerne le référendum, pour ce qui concerne les législatives. Entre autres modifications opérées dans le code électoral figure la réduction du délai de traitement des requêtes par la CENI de 7 jours à 72 heures, la réduction du délai de couverture des campagnes dites déguisées avant la campagne électorale de 90 jours à 30 jours et l'harmonisation de la campagne électorale pour les législatives avec la présidentielle à 21 jours. Le code électoral, un texte consensuel de la classe politique selon Simeon Sawadogo, mais du côté de Lukman Sawadogo et ses collaborateurs du comité technique et scientifique de l'appel de Manéga, cette loi modifiée ne garantit pas le principe de suffrage universel recherché à la présidentielle. Pour ce faire, le comité appelle au report des élections du 22 novembre prochain afin de prendre en compte la stabilisation du Burkina Faso avant les scrutins. Abdou Aziz Sari. Le comité de l'appel de Manéga est contre le maintien des élections à la date du 22 novembre prochain. Cette organisation de la société civile souhaite que la stabilité territoriale soit d'abord assurée avant de penser au vote. Pour elle, l'expression du suffrage universel doit primer afin que le président qui sera élu ne soit pas contesté. Donc, nous disons que nous souhaitons qu'on revoie la possibilité de voir avec ça, c'est la décision que tous les acteurs de la vie nationale doivent s'asseoir et regarder. Et en fait, si c'est possible, s'il est possible, sinon ça c'est clair, s'il est possible de retarder ces élections pour créer les meilleures conditions et permettre d'abord de sécuriser donc le territoire et de permettre à tous les citoyens de pouvoir participer, c'est meilleur, ça c'est le scénario idéal. Sinon, si on ferme les yeux et qu'on fonce, nous disons que les problèmes qui vont en découler seront plus graves même que la solution qu'on a voulu trouver en faisant ces bricolages. Selon Lukman Sawadogo et ses camarades, si malgré l'insécurité, la classe politique va tout de même aux élections, il serait imprudent qu'elle tienne compte du nouveau code électoral.
Une loi qui stipule que si le Conseil constitutionnel constate l'impossibilité d'organiser l'élection sur une partie du territoire national ou l'extérieur, l'élection est validée sur la base des résultats issus des bureaux de vote ayant ouvert. Et j'ai vu quelque part où la ministre de l'administration territoriale a dit que ce n'est pas que la violence des circonstances exceptionnelles, que toute circonstance peut être interprétée comme telle. Donc on peut déchirer, on peut aller la veille, là, on va aller casser quand on dépose les urnes, là, on va casser, ou on va brûler les bureaux de vote. À 3 jours des élections, ce sont 12 heures, on brûle les bureaux de vote, ou on fait de la violence, et puis finalement il n'y a pas d'élection dans cette zone. C'est ce que ça veut dire. Donc c'est une porte ouverte où chacun peut faire. Et vous savez, en politique, on utilise tous les moyens pour empêcher l'autre, ou tout simplement pour que tout le monde perde. Donc ça peut ouvrir des possibilités de violence politique. C'est ce qu'on nous disons ici, des violences électorales à n'en pas finir. Avant, pendant, mais après aussi. Parce que si quelqu'un est élu sur cette base-là, après on va le contester. Donc ça va créer toutes des violences. Le comité de l'appel de Manéga demande au président du Faso d'ouvrir dans les meilleurs délais une ultime concertation nationale sans exclusion autour des élections afin de recueillir des avis, des conseils et des suggestions. Il invite par ailleurs tous les candidats à la présidentielle à prendre l'engagement solennel devant le peuple de travailler ensemble, peu importe les résultats, afin de donner une chance à la réconciliation nationale. Cette question à présent, comment garantir une cohérence dans la mise en œuvre des politiques de développement au Burkina Faso? À la direction régionale de l'économie et de la planification du centre, on pense que la solution réside dans la loi 034 portant pilotage et gestion du développement adoptée en 2018. Près de 2 années après son adoption par l'Assemblée nationale, l'heure est à sa diffusion auprès des acteurs concernés. Abdou Aziz Sari. Des études diagnostiques sur le système national de planification révèlent une faible synergie des interventions des départements ministériels dans la gestion du développement. Ces études montrent également une faible cohérence dans la mise en œuvre des politiques publiques en phase avec le budget programme. C'est pour mieux coordonner ces actions de développement que le gouvernement a adopté en 2018 la loi portant pilotage et gestion du développement. Cet atelier vise sa diffusion. Donc le gouvernement a jugé nécessaire d'harmoniser toutes ces interventions à travers l'adoption de cette loi 034 du 27 juillet 2018 afin d'inscrire la planification du développement autour de 3 sphères. On a les études exploratoires, on a la planification stratégique et la planification opérationnelle. Les études exploratoires, ce sont des documents prospectifs de long terme. La planification stratégique vient donner des orientations générales sur les différents scénarios développés dans les études prospectives. Et la planification opérationnelle va directement sur le terrain pour la réalisation des différentes actions pour l'atteinte de la vision contenue dans l'étude nationale prospective. La présente loi réglemente le pilotage et la gestion du développement. Elle a pour objet d'asseoir une architecture cohérente du système national de planification en vue d'assurer un meilleur impact de la mise en œuvre des politiques publiques. Au niveau des collectivités territoriales, les plans locaux de développement, on a vu qu'il y a une insuffisance dans l'alignement sur donc, les référentiels nationaux. Donc je crois que cette loi viendra combler à cela et de sorte que tout le monde soit invité à se baser, en tout cas sur cette loi, dans l'élaboration de leur politique de développement, l'élaboration de la planification du développement. Il faut dire qu'en ce qui concerne le suivi de cette loi, il y a des instances qui sont mises en place. Et ces instances, il y en a 3. On a le Conseil national de la prospective et de la planification stratégique présidé par son Excellence, Monsieur le Premier ministre. On a la Commission nationale de planification du développement, dont le coordinateur est le directeur général de l'économie de la planification. Et on a la Commission nationale de l'évaluation, qui est présidée par le secrétaire général du ministère en charge de la planification du développement. Et toutes ces instances-là veillent à une bonne application de la loi. La loi 034-2018 est déjà rentrée en vigueur depuis l'année de son adoption. Tous ceux qui ne respecteront pas cette loi courent des risques de sanctions.
Une vingtaine de jeunes à l'école du business agricole. L'initiative du cabinet KGFIC permet de former les jeunes sur les principes d'élaboration des dossiers d'appel d'offres dans les domaines de l'assurance bancaire et agricole. L'idée, c'est d'aboutir à des compétences pouvant appuyer des agriculteurs dans leurs affaires. Alain Yamego et Madina Sionou. Outiller les jeunes à l'élaboration des dossiers d'appel d'offres dans le domaine de l'assurance bancaire et agricole. C'est le défi que le KGFIC entend relever. Pour ce faire, 5 jours seront mis à profit pour familiariser les participants aux normes et cadres juridiques des marchés publics au Burkina Faso. Cette formation, dont le thème global est droit, est subdivisée en marché public et l'assurance agricole, qui, à notre sens, sont des thèmes d'actualité qui peuvent apporter un plus, une valeur ajoutée, n'est-ce pas, au quotidien de ces facilitateurs qui apportent de tout ce qu'ils peuvent pour développer le monde rural, n'est-ce pas, base de développement de notre économie. Une vingtaine d'apprenants prennent part à cette formation. À l'issue, ils auront pour mission de promouvoir le business agricole auprès des Burkinabés. Aujourd'hui, avec le changement climatique, il est un peu difficile d'accompagner vraiment des producteurs qui font aujourd'hui des affaires dans le monde agricole sans vraiment une garantie assurantielle. Et du coup, ça permet aussi aux institutions de microfinance et banques de pouvoir au moins garantir au moins ces lignes de financement. Et comme M. Zongo l'a dit, si ce mécanisme est bien adapté, le paysan il est plus à l'aise au moins de dans un environnement sain. Et par conséquent, lorsque la campagne est bonne, c'est l'ensemble du Burkina qui en profite de cette production. Cet atelier de renforcement de capacité se poursuit jusqu'en décembre prochain. Il marque la reprise d'une série de formations stoppées en mars dernier en raison de la pandémie du coronavirus. La pandémie de coronavirus qui a impacté les activités agricoles, mais depuis quelque temps, la reprise est effective. Aussitôt repris, les paysans font face à la rareté des pluies. Dans la région du centre-ouest, la situation est particulièrement inquiétante dans la Sicile, alors que dans la boucle du Mouhoun, l'espoir est rené après quelques semaines de sueur froide due à l'installation tardive de la saison pluvieuse. C'est le constat fait par le ministre de l'Agriculture cette semaine, Arsène Konditamde. Dans la région de la boucle du Mouhoun, les pluies se sont installées très tardivement. Les premières pluies sont tombées entre la fin du mois de juin et le début du mois de juillet. Mais depuis lors, elles sont de plus en plus régulières et à ce rythme, les espoirs sont permis pour les producteurs. On peut dire maintenant ça va, mais c'est que la saison a commencé tardivement chez nous ici, à Dieu. Donc comme vous-même vous le constatez, ça a commencé tardivement. Mais pour le moment, en tout cas, ça va. En voit la physionomie, je peux dire que si Dieu le veut, peut-être pour cette année, ça va dépasser pour l'année passée, si les pluies ont bien terminé. Voilà, j'ai dit bien si les pluies ont bien terminé. La boucle du Mouhoun connaît des disparités en matière de pluviométrie. À ce jour, Bondokui est la zone la plus arrosée, avec un cumul pluviométrique de 657 mm, et Nouna est la moins arrosée, avec 351 mm. Par exemple, au niveau de la province des Banwa, nous voyons que les spéculations se comportent très bien, avec de bonnes levées. Par contre, dans la Koussi, on constate que vraiment, actuellement, les cultures peinent à se développer. Mais nous pensons qu'avec la reprise des pluies, et des pluies qui sont régulières, ça va permettre vraiment une bonne avancée au niveau des cultures. Et cela va nous permettre, si nous avons cette dynamique de pluie jusqu'en octobre, une bonne récolte. Dans la région du centre-ouest, les provinces ne sont pas logées à la même enseigne. Dans la province de la Sicile, le constat est plus inquiétant. Les 2 dernières grosses pluies sont tombées avec un intervalle de 3 semaines, ce qui ne favorise pas du tout le bon déroulement de la campagne dans cette exploitation d'une trentaine d'hectares. Anna Siago y cultive diverses spéculations pour minimiser les caprices de la pluviométrie. J'ai compris dans un premier temps que vu le changement climatique que nous vivons de nos jours, ce ne serait pas vraiment utile d'avoir sa main sur 1 ou 2 spéculations seulement. Surtout aussi que des fois le marché trahit. Donc ça fait que bon, on a essayé d'intégrer cette diversification de culture afin de pouvoir peser sur la balance et voir
en perspective ce que ça pourrait nous donner. Au niveau de cette région, les cultures se portent bien qu'il y ait des déficits au niveau pluviométrique. Parce qu'on a vu quand même que ça fait pratiquement plusieurs jours qu'il n'y a pas eu de pluie, sauf le vendredi dernier. Nous avons vu que les techniques et technologies promues par le ministère, notamment les bassins de collecte d'eau de pluie, vraiment arrivent à relever les défis des déficits pluviométriques. Au cours de la tournée, le ministre Salifou Ouedraogo a également visité de nombreux bas-fonds aménagés. Il veut ainsi encourager les cultivateurs à produire plus d'1 million de tonnes de riz pour la campagne 2020-2021. Une initiative lancée par le président du Faso. L'autre initiative voulue par le président du Faso, c'est la plantation de 200 000 arbres cette année. L'appel au reboisement lancé en marge de la Journée nationale de l'arbre est entendu par les corps militaires qui étaient déjà dans la dynamique depuis quelques années. Cette année encore, la tradition a été respectée. 300 plants ont été mis en terre sur le site de la ceinture verte de l'arrondissement 4 de Ouagadougou. Sandrine Zouri. Face à une dégradation continue des écosystèmes, le Burkina Faso perd environ 105 000 hectares de forêt chaque année. Pour contribuer à la régénération de ces forêts, l'ensemble des personnels des corps paramilitaires font de la reforestation leur commun, et ce depuis 6 ans. Notre pays traverse une période difficile en termes de dégradation de nos ressources naturelles. Et toute action, toute contribution qui peut contribuer à inverser cette tendance de dégradation doit être prise au sérieux. Et je crois que l'acte de ce matin de reboisement s'inscrit dans cette vision de comment les corps paramilitaires aussi apportent leur part de contribution dans cette lutte contre la dégradation de nos ressources naturelles. Donc c'est l'objet essentiel de ce reboisement ce matin. À cette 6e édition de la journée de reboisement des forces paramilitaires, ce sont au total 300 plants qui ont été mis sous terre, avec toutes les exigences qu'il faut. On coupe en rondelles le fond, environ 4 cm, 3 à 4 cm. Même si les racines sont enrôlées, il faut couper avec. Après la leçon, c'est parti pour l'opération de plantation d'arbres sur le site de la ceinture verte de l'arrondissement numéro 4 de la ville de Ouagadougou. 7 espèces de plantes ont été mises sous terre. Il s'agit entre autres du baobab, du tamarinier, du jube-jubier et du nimier. Il est bien vrai qu'il est important de planter des arbres, mais l'autre défi sera l'entretien de ces plants. Sur ce point, les organisateurs sont rassurés. Si vous avez constaté, nous venons de finir la session d'aujourd'hui. Nous avons donc procédé immédiatement à la protection de ces plants. Et vous avez vu l'engagement qui a été pris par Sa Majesté, le chef du village, qui dit qu'il prendra les dispositions afin que ces plants-là, nous puissions venir les retrouver l'année prochaine en bon état. Et c'est cela le défi qu'il y a effectivement dans notre politique de reforestation, parce que nous avons suffisamment reboisé, mais malheureusement, de par le passé, nous avons constaté qu'une année, 2 années après, c'est des champs qu'on retrouvait à la place de nos espaces reboisés. Dans leur élan, ils ont également l'accompagnement des populations de cet arrondissement. Parce que ici à Touquin, on avait déjà instruit les corps ruraux qu'on a installés de lutter contre la dégradation des animaux. En début de saison, là, ils commencent déjà, quand il y a un animal en dégradation, ils le mettent en parc. Donc ça nous aide beaucoup pour l'entretien. Les forces paramilitaires ont été soutenues dans leur mission par leurs frères de la gendarmerie, ce qui témoigne de la solidarité qui existe au sein des différents corps. Placé sous le thème Arbres, santé et résilience climatique, le flambeau de la 7e édition qui se tiendra en 2021 a été remis à la police municipale. Elle est présentée comme une véritable révolution dans le domaine de confidentialité des sécurités sur Internet. La plateforme SafeZone se veut le seul cadre qui assure le maximum de sécurité numérique. Que propose-t-elle concrètement? Élément de réponse avec Archimède Boy. Voici la prochaine révolution dans le monde du numérique. SafeZone. Ses représentants au Burkina Faso le présentent comme le seul lieu sur Internet qui offre une sécurité maximale aux personnes physiques et morales. SafeZone est venu pour pallier à un vide lié aux méfaits de l'Internet. Parce que quand vous parlez de piraterie,
ce n'est pas seulement la piraterie qui existe comme méfait sur Internet, mais il y a l'hameçonnage, il y a le vol des données, il y a le hacking, il y a le chantage, il y a les virus, il y a les spams, et j'en passe. SafeZone, justement, est venu pour désormais offrir à l'humanité la possibilité d'être dans une nouvelle zone où tout le monde sera à l'abri de ces méfaits dont je viens de citer. En plus de la protection maximale dont bénéficient les membres de cette plateforme, ils ont la possibilité de se faire de l'argent. À travers SafeZone, ils peuvent également bénéficier même de la monnaie gratuitement. Je dis bien gratuitement. Par exemple, quand vous prenez le domaine du sport, vous pouvez participer à des pronostics. Je ne parle pas de paris. Beaucoup ont eu beaucoup de monnaie numérique. Et vous savez la valeur de cette monnaie numérique. Une monnaie déjà qui est acceptée par le système des Nations Unies, qui est certifiée par la Cour de justice européenne, le Conseil européen. Ça prouve que cette monnaie a de l'espoir. Donc celui qui a ça aujourd'hui, c'est une grande chance pour cette personne-là. L'accès à SafeZone est gratuit et se fait seulement sur invitation d'une personne déjà membre. Et au Burkina Faso, ce projet est représenté par Smart Chain International, SARL. Les nouvelles de la situation politique au Mali avant de nous quitter, le président Ibrahima Boubacar Keïta, détenu par la junte militaire depuis son arrivée au pouvoir, vient d'être libéré. C'était la condition sine qua non à la médiation amorcée par la CEDEAO. C'est derrière les murs de sa résidence à Bamako que l'ancien président Keïta a trouvé refuge. Ibeka, comme l'appellent ses partisans, a été libéré par la junte au pouvoir. Les conditions de sa libération restent encore floues et Ibrahim Boubacar Keïta pourrait être soumis à certaines restrictions. Le 18 août dernier, le chef d'État âgé de 75 ans était arrêté par des officiers rebelles de l'armée malienne. Ibrahim Boubacar Keïta est à leurs yeux le responsable de la situation sécuritaire et économique très dégradée du pays. Depuis, il n'a plus été entendu publiquement. Son avenir semble en tout cas joué. La CEDEAO, qui avait fait de son retour au pouvoir une condition incontournable des négociations, a finalement validé le principe de son départ. Elle a ainsi fait savoir qu'elle trouverait acceptable une période de transition d'1 an avant l'organisation de nouvelles élections. Quant à la France qui mène au Mali l'opération Barkhane, elle appelle la junte à maintenir l'engagement du pays contre le terrorisme islamiste. Une attaque attribuée à des groupes djihadistes a encore fait 4 morts ce jeudi parmi les forces maliennes. Ça sera tout pour aujourd'hui. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Merci de nous recevoir chez vous depuis Zéguédéguin dans le Namantenga. À demain pour d'autres actualités.